Cette séquence, elle est essentielle parce qu'elle va pointer un enjeu qui est crucial, un enjeu qui est souvent difficile à adresser. C'est celui, dans ces politiques de participation, c'est celui de l'inclusion des publics les plus empêchés parce que problèmes, difficultés de verbalisation, parce que troubles cognitifs qui font qu'un certain nombre de publics se retrouvent encore souvent à l'écart de ces démarches de participation, alors même que leur envie, que leur désir de participation est réel et présent et a été réaffirmé par les lois de 2002 et de 2005. On va en parler, on va le découvrir à travers ces 4 projets. Encore une fois, n'hésitez pas à poser des questions via le chat aux porteurs de projets qui, après leur passage en plateau, vont y répondre et vous pouvez partageront leurs réponses sur le chat avec les autres intervenants et auditeurs connectés. On va le faire avec nos porteurs de projets, on va le faire là encore avec notre expert qui est présent et je le remercie d'être avec nous. Bonjour Stéphane Julien, vous êtes orthophoniste de formation, chargé de l'enseignement à l'université de Neuchâtel. Vous avez pris part à l'expertise collective INSERM conduite sur le polyhandicap. Donc vous connaissez bien ces publics, vous connaissez bien ces problématiques. Comment s'explique le fait que les projets de participation laissent encore, je dirais trop souvent, à l'écart des publics ayant des difficultés d'expression et de cognition? Alors voilà, comme je disais, il y a un héritage déjà historique. Dans un premier point, c'est en fait l'héritage du modèle médical. C'est-à-dire qu'on s'intéresse à la déficience de la personne, on essaie de l'améliorer, puis à un moment donné, le modèle médical a décidé qu'il y avait certaines personnes qui étaient exclues de certaines démarches. Dans un modèle social, évidemment, ça ne peut pas fonctionner. Par contre, du coup, après, il y a des enjeux. C'est comment on fait pour faire qu'une personne avec une déficience importante participe, même minimalement. Alors du coup, pour ce qui me concerne par rapport à la communication, il y a la notion d'accessibilité de la communication. L'accessibilité de la communication, c'est ce qu'on met en place quand on a une personne qui a un handicap de communication, c'est-à-dire des moyens de communication alternative à améliorer. Et quand je dis communication alternative à améliorer, je parlais de moyens qui peuvent être technologiques ou non. On a des fois des pouvoirs publics qui veulent insister sur le technologique, mais en fait, c'est aussi des moyens comme les gestes, sans technologie, c'est aussi l'ajustement des personnes. Et puis c'est là-dessus que je voulais insister. Il y a l'aménagement du contexte, en 3e point, mais sur l'ajustement des personnes. La communication, bien sûr, c'est pas monologique. Ça ne peut pas être monologique. Ça veut dire que si j'ai une personne devant moi qui a une déficience qui touche la communication, évidemment, je suis engagé avec elle dans un handicap partagé. De mon côté, du côté de la communication, ça va à peu près. Si je communique avec une personne avec une déficience qui touche sa communication, on est dans une situation de handicap partagé. Si je suis partenaire de communication d'une personne comme ça, il faut que je sois formé, même minimalement, à savoir comment interagir avec cette personne, comment faire qu'elle puisse participer maximalement. Et vous voyez tout de suite les enjeux, c'est une deuxième forme d'explication, c'est au-delà de l'historique, c'est tout ce qu'il faut mettre en place en termes de formation initiale pour les professionnels, continue, de supervision. Et j'insisterai aussi sur les familles. Il y a des projets comme en Suède, par exemple, où si on a un enfant, alors il n'y a pas que là, si j'ai un enfant qui va être polyhandicapé, l'État finance des formations pour les parents, pour comprendre ce qui se passe, alors même des enjeux médicaux, il n'y a pas que la communication, mais entre autres la communication. Comment la personne a des potentialités, tout à l'heure il y avait la présomption de compétences qui a été évoquée, j'ajouterais moi la question de l'évaluation dynamique, parce que c'est en fait dans ça. Dans le sens, c'est pas seulement un programme pour une personne, une thérapie, c'est tout un environnement qui va participer à cet accompagnement. Et puis il va falloir évaluer en fait comment fonctionne non pas la thérapie individuelle, mais en fait l'accompagnement de l'ensemble de l'équipe. Puis vous voyez que c'est en fait un changement radical, culturel, qu'il y a derrière tout ça. La bonne nouvelle, c'est que dans la recherche, on a quelques données. Je pensais à, enfin, je ne vais pas forcément citer des auteurs ici, mais qui définissent clairement toutes les sous-parties de ce que c'est que la participation au sens strict. Et puis après, ce que ça représente en termes de changement culturel au niveau micro, au niveau mezzo, c'est-à-dire l'institution, et au niveau macro, c'est-à-dire le pays, le gouvernement. Et puis là-dessus, je voudrais compléter ma réponse en élargissant. C'est-à-dire que, évidemment, on pense beaucoup aux institutions qui accompagnent ce public, et c'est essentiel. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'on a parlé beaucoup de services publics, mais les services de police, la justice, les différentes administrations, le monde de la culture, des sports, enfin,
On peut élargir tout ce qui est en fait lieu public, qui est engagé en fait au même titre que nos institutions par la Convention relative aux droits des personnes en situation de handicap. Qu'est-ce que c'est leur protocole pour accueillir des personnes en situation de handicap? Qu'est-ce qu'ils ont comme méthode pour former leur personnel qui est susceptible d'accueillir des personnes en situation de handicap, comme c'est des citoyens, voilà, et on est engagé par la CDPH. La France l'a signé, je suis en Suisse romande, la Suisse romande aussi, enfin la Suisse l'a signé. En fait, quand on regarde les pratiques de terrain, dans ces deux territoires, puis on pourrait élargir, en fait, les pratiques sont pauvres. Il y a tout un accompagnement qui se fait autour de cette CA avec des structures et vous travaillez, vous portez la voix d'Isaac Francophone qui est une des associations qui forme, qui diffuse beaucoup ces outils et qui travaille à leur diffusion. Il faut noter d'ailleurs que la CA sera une obligation dans les établissements sociaux et médico-sociaux à partir de 2027. Donc il y a vraiment un mouvement qui est engagé là-dessus. Vous dites aussi à la fin, et c'est important, je voudrais peut-être compléter là-dessus, il y a un changement de regard à apporter au-delà des outils, au-delà de leur appropriation, au niveau des représentations de ce que sont ces publics, de la manière dont ils s'expriment, dont ils participent aussi. Pour vous, il y a un changement de regard, de mentalité aussi à effectuer? Radical. Et vous évoquiez la date là, pour cette obligation dans les institutions. En fait, depuis que la France a signé la CDPH, légalement, logiquement, ces différentes institutions, elles sont déjà engagées. La CDPH, dans différents articles, mentionne la communication alternative et améliorée. En termes d'accessibilité, c'est évident que ces personnes doivent être accompagnées, qu'elles doivent pouvoir avoir des outils, des moyens pour pouvoir participer. Donc c'est de toute façon essentiel. Et il y a en fait, pour chaque type d'environnement, comme il a été question il y a quelques années pour le handicap moteur, pour certains lieux d'accueil, il faut maintenant, c'est obligatoire, avoir des lieux où c'est possible. Par exemple, pour un hôtel, on ne peut plus ouvrir un hôtel sans avoir des chambres qui sont accessibles. Pour le handicap moteur, alors c'est un handicap visible, c'est un peu plus facile, il y a des choses qui ont été légalement mises en place et où on a des pratiques alors qui peuvent s'améliorer à Paris pour le métro, mais en règle générale, il y a quand même un gros changement sur différents contextes. Pour le handicap de communication, on pourrait multiplier, après le psychique, voilà. En fait, comme c'est des handicaps invisibles, les pratiques sont moins évidentes et il y a des choses de toute façon à mettre en place légalement. On a besoin de fauteuils roulants de la communication, j'aime bien utiliser ce mot dans mes formations, mes communications, mais c'est important. Ce qu'on fait avec des personnes avec une déficience motrice, on doit le faire avec des personnes qui ont une déficience qui touche leur façon de communiquer. Donc il y a une question de formation initiale, continue, encore une fois, de supervision. Et puis, vous l'avez dit, au niveau associatif, il y a des choses à mettre en place, des choses à soutenir aussi. J'insisterai sur deux autres points. Un que j'ai déjà un petit peu évoqué, la recherche, la diffusion, la création de contenu, de savoir à propos de la notion de participation. Il y a déjà des choses qui existent, mais enfin, il faut développer. Et puis la question aussi d'un réseau international. C'est qu'on est parfois centré un peu sur son territoire, que ce soit au niveau local, au niveau national, et on oublie que, par exemple, en Australie, il y a des formations pour les lieux publics, pour savoir justement ce qui se passe, comment on fait pour accueillir des personnes, pour accessibiliser la communication. Il y a des formations certifiantes, il y a des projets pour la police que j'évoquais, les transports publics. Du côté du Canada, il y a des choses aussi autour de la justice. En Espagne, dans un des réseaux dont je m'occupe, on a introduit des personnes qui sont alors des orthophonistes, qui sont facilitateurs de communication dans les démarches de justice. C'est évident, une fois que ça existe, on dit mais évidemment il fallait le faire, mais quand on regarde nos territoires, là j'inclus la Suisse et la France, ces pratiques n'existent pas. Et voilà. Oui. Par rapport à la CDPH, les engagements légaux, alors après on comprend que dans les institutions, dans des lieux spécialisés, ces démarches n'existent pas. Ce qui est important, c'est cette dimension historique, d'où on vient. Ouais. Il y a des choses positives qui se sont passées, mais si on regarde nos engagements, on n'est pas du tout à la hauteur. Et nos obligations, que ce soit institutionnelles et pour les lieux d'accueil pour les personnes en situation de handicap de communication et puis les lieux publics en général, on n'est pas du tout à la hauteur des enjeux et de nos engagements. On va voir justement à travers les 4 projets, et ça résonnera bien, et vous serez avec nous aussi pour porter votre regard, vos réactions, vos questionnements par rapport à ces projets-là, mais on va bien voir qu'il y a des projets qui essaient
d'accompagner de manière très micro, je dirais, ces publics-là, et puis des projets qui essaient de les inclure dans des démarches plus larges. Et c'est le cas du premier projet dont on va parler, celui que vous portez, Annie de Vivi, à travers, on connaît très bien ce label, l'un des plus connus du grand âge, qui est l'Humanitude, un label qui valorise des pratiques d'autonomisation, de bienveillance dans les établissements, que vous contribuez à développer aujourd'hui. Vous êtes gérontologue, fondatrice du site d'information hville.com, et puis aussi directrice des formations Humanitude. Et dans le cadre de l'appel à projet de la CNSA, vous avez voulu travailler à développer ces démarches de participation dans le cadre de l'accompagnement que représente Humanitude, et donc d'avoir une approche globale dans laquelle aussi on réfléchit à comment on intègre ces publics les plus empêchés dans cette dimension-là. C'est un projet très ambitieux, c'est un projet très architecturé aussi, puisqu'il intègre 3 établissements. Il y a un EHPAD à Amiens qui est déjà labellisé Humanitude, il y en a un autre qui est en cours de labellisation, c'est une masse dans le Nord, et puis un 3e qui est à Paris, qui est un établissement qui lui a choisi une approche alternative, Montessori. Donc, vous allez nous en parler, et vous êtes appuyé sur une double expertise. L'expertise de Bleu Blanc Zèbre, c'est une association qui travaille justement à une labellisation sur la participation et l'empowerment. Et puis vous êtes allé chercher là-bas, tout au nord, en Suède, dans les pays scandinaves, une méthode qui existe déjà, Toubé, on dit comme ça, Toubé. Sûrement. Voilà, eh bien, on va dire Toubé, qui est une méthode qui travaille justement à valoriser cette participation. On va découvrir ça, mais en quoi est-ce que cette dynamique de participation constitue un enjeu et aussi une difficulté dans la démarche de labellisation de l'établissement qui est celle d'Humanitude? On va peut-être partir justement de l'état des lieux qu'on a réalisé. Peut-être que je vais vous montrer un petit peu les images. En effet, on est parti avec 3 établissements, donc vous les avez décrits. On n'en est qu'au début, attention. Hein. on a 6 mois de boulot là dans les jambes, et donc ce que je vais vous raconter, c'est là où on en est aujourd'hui. Mais on est parti pour le déploiement dans les 3 établissements de ces travaux pendant 1 an. Et dans 1 an, à la fin de l'année 2025, on va essayer d'évaluer tout ça. De vérifier où on en est. Alors donc l'état des lieux, pourquoi on est parti? Parce qu'en fait, la situation a fait que partout où on travaille, partout où on nous appelle, en fait, on est face à 2 grandes difficultés culturelles que vous venez de décrire. La première difficulté, c'est en fait, les personnes qu'on accompagne ne peuvent pas participer. Vous rêvez là avec vos délires de participation, mais vous ne vous rendez pas compte, vous ne savez pas à qui vous avez affaire, etc. Et la deuxième chose, c'est l'agisme. Ça, c'est une vraie saloperie bien insidieuse qui est... voilà, ils sont vieux, hein, donc bon, écoutez, qu'est-ce que vous voulez qu'ils participent? Alors, beaucoup de discrimination, beaucoup de regards dépréciatifs et des regards dépréciatifs qu'ils ont intégrés. C'est-à-dire quand on vient ou quand on travaille en leur disant alors, en quoi vous voulez participer, comment, etc. Mais j'ai pas le droit, je peux pas, de quoi tu parles? Donc là, on a un gros sujet sur les personnes qui sont la cible. Et puis le deuxième sujet, c'est tout l'enjeu culturel des professionnels. Les professionnels aujourd'hui sont totalement empêchés, ils sont noyés, ils subissent, ils se sentent abandonnés. Et là, on en parlait tout à l'heure pour préparer, là, je disais, moi j'ai l'impression que ce sont des grands brûlés aujourd'hui. Hein, c'est-à-dire que la situation, elle est tellement difficile sur le terrain, avec des problèmes financiers, des problèmes RH, des problèmes, que venir avec un projet de participation, c'est comme si vraiment, là, vous rajoutiez un peu de pression sur un système qui est déjà complètement asphyxié. Donc c'est trop. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On est allé chercher de l'aide. On est tombé sur l'Agence nationale des solidarités actives, qui a bien bossé sur un kit de la participation. On s'est dit quand même que la question de la communication via l'information, c'était vital, mais pas forcément techno. Hein. Donc, l'information, c'est toutes les formes d'information, la consultation, comment on fait, la co-concertation, la co-construction, la co-décision. Donc, on est allé chercher ça. Et on est allé chercher ça en se rendant compte qu'on avait 3 niveaux d'intervention qu'on n'avait pas le choix de regarder. Et ça, c'est la première évaluation qu'on vient de faire, hein, qui nous a mis ça en plein bim, en nous disant, voilà, si on ne travaille pas les 3 niveaux, en fait, il y en a toujours un qui va entraîner l'autre dans sa chute. Donc le premier niveau, c'est l'institution.
Donc là, on s'appuie beaucoup sur le modèle Tubé. Qu'est-ce qu'il dit ce modèle? Il inverse la pyramide. En gros, il aide l'institution à se dire, au lieu d'avoir la direction en haut qui s'appuie sur les professionnels et qui prend soin d'habitants, ben, on inverse le sujet. L'habitant, il est en haut. Les professionnels, ben, ils vont dealer avec les habitants et ils vont dealer avec les directions. Donc ça, c'est pas évident. Mais ça, alors c'est pour ça que je l'ai mis entre parenthèses, ça correspond bien, les trois niveaux correspondent bien au niveau aujourd'hui d'audit des évaluations de la Haute Autorité de Santé. Donc en fait, on est bien alignés. Donc institution, organisation. Donc dans les services, concrètement, comment ça marche? Avec quoi ça marche? Quelle information? Quelle consultation? Vraiment concrètement. Et auprès de chaque personne, auprès de son projet d'accompagnement personnalisé, comment ça marche. Donc là, on est bien, audit système, traceur ciblé, accompagné traceur, super, on est aligné. Bon, très bien. Alors, comment on fait? Les premiers outils qu'on a fait, c'est qu'on s'est appuyé sur le fait de se dire la participation, ça s'incarne quand? Vraiment, concrètement. Et on a choisi trois grands travaux, trois grands sujets de travaux. Là, je vous dis, hein, c'est des maquettes, on en est au début, on malaxe. Et tout ça dans les trois établissements pilotes. Donc, on y va. Les trois temps forts, c'est quoi? C'est les trois tableaux illustrants. On va travailler les temps forts de la vie de l'habitant dans la structure. Quand il arrive, quand il n'est pas content, quand il est très content, quand il est en situation d'être acteur et quand il va sortir. Alors ça, un grand sujet qu'on oublie totalement, c'est quand il va sortir. Et nous, il ne va pas forcément tout le temps sortir parce qu'il est décédé, il va peut-être sortir tout court. Et donc ces temps-là, on s'est dit à chaque étape, quelle information, quelle co-construction, quelle consultation, enfin bref, on déploie le truc. Après, dans la vie quotidienne, heure par heure, jour par jour, à 7 h du matin, à 8 h du matin, à 9 h. Alors là aussi, hein, pourquoi vous dites ça? Bah oui, mais parce que sinon, ça veut dire qu'on ne le traduit pas ni dans l'organisation, ni dans la réalisation concrète, et donc ça ne fonctionne pas. Et ensuite, dans les grandes instances, parce que tous les jours, dans toutes les institutions, vous avez le CVS, vous avez les machins, mais encore une fois, comment on joue? Avec quoi? Donc on a commencé avec Bleu, Blanc, Zèbre, avec les trois équipes, on a déjà commencé à construire des outils très concrets de base pour que les trois terrains s'en emparent de ces tableaux-là. On a travaillé la prise en main des tableaux, on a travaillé la participation, qu'est-ce que c'est, on a redécrit un peu ce qu'a mis l'ANSA, l'Agence nationale de solidarité active, et on a travaillé des ateliers de co-construction dans les structures. Et là, concrètement aussi, on s'est rendu compte que les structures, elles étaient vraiment très, très à sec. Hein, elles sont rincées. Donc, elles avaient besoin de ressources sur le territoire. Elles avaient besoin de petits outils un peu tips, enfin des petits trucs un peu qui mettent un peu d'air dans le truc. Donc, on a fait un petit baromètre, des machins, histoire de commencer à mettre le sujet sur la table de manière un peu plus sympathique et avec des couleurs que des questionnaires. Et de l'autre, on a commencé à regarder sur chaque territoire, puisque là, on a Paris, Amiens et Oigny, c'est vraiment à côté de Douai, là, dans le nord. On a regardé toutes les ressources du territoire qui vont venir alimenter le sujet. Et on a commencé les formations tubes. On démarre. Donc, on en est où? On en est à remplir tout ça. Donc, on en est à remplir avec des couleurs en plus, selon qu'on est un professionnel, selon qu'on est un habitant, selon qu'on est un proche, selon qu'on est dans la direction de cette structure. On est en train de remplir toutes ces cases. On est en train de travailler le choix de l'entrée, l'accueil, le temps, voilà, l'arrivée, les projets, quand ça va pas, et la sortie, là, quand ça ne va pas, enfin, quand il y aura à sortir. Donc vous voyez, on va tout remplir dans 3 établissements différents, on va voir les écueils, on va voir ce qui ne va pas, on va voir un peu comment on va s'en sortir. On fait la même chose aux différentes heures de la vie dans la structure. Par exemple, un grand sujet, c'est le petit déjeuner. En quoi je participe au petit déjeuner, moi Bah oui, mais enfin, si vous ne participez pas au petit déjeuner, alors vous démarrez comment votre journée? Parce que ça veut donc dire que vous démarrez avec quelque chose qu'on vous impose ou quelque chose qui vous tombe dessus, qui lui-même est lourd à gérer et donc se retourne contre les professionnels eux-mêmes. Donc les professionnels sont
contraint dans le cadre, mais en même temps, le cadre, on n'arrive pas à le remettre en question. Donc là, on est en train de travailler dans les 3 structures à... Voilà, on repense les réveils, on repense les petits déjeuners, on repense les temps de soins, on repense ce qui se passe après le temps de soins. Parce que je vais faire un super soin, ok? Et après? Et qu'est-ce qui se passe derrière? Et donc, si jamais je n'ai pas pensé ça, le risque, c'est que ça se retourne et que l'angoisse, le trouble reviennent et cassent l'investissement qui vient d'être fait dans le soin. Tout comme ça. Et à différents moments, jusque dans la nuit. On avait oublié la nuit. On vient de la rajouter là. La nuit, il se passe quoi la nuit? Et dans les différentes instances dont vous venez de parler, voilà, on en est là. Franchement, c'est super. On avance bien. On se forme, les 3 structures avancent avec des modèles aussi et puis des ressources, donc 2 établissements avec Humanitude, avec l'approche Montessori. Bah, il faut ça. Hein. Et on reviendra vers vous à la fin de l'année 2025. Alors c'est intéressant parce que vraiment c'est un projet qui travaille sur la visualisation, la participation et sur les 2 grandes dimensions qui sont le temps et puis l'espace aussi avec la carte des ressources, la cartographie des ressources. Peut-être deux petites questions en complément. On parle des publics les plus empêchés. Ils sont présents dans ces établissements, troubles cognitifs, troubles de verbalisation. Est-ce que vous êtes en effet au début un peu, mais est-ce qu'il y a, comment vous envisagez l'enjeu d'adresser ces publics empêchés spécifiquement à travers ces démarches et ces outils? Ben, on le voit déjà, enfin, dans les établissements qu'on accompagne, on voit déjà que les établissements qui arrivent jusqu'au label Humanitude ont déjà levé beaucoup de difficultés culturelles. Ils se sont tellement cognés les principes de l'Humanitude dans la tête, là, parce que ce qu'on voit là, c'est vraiment encore plus détaillé. Mais pour atteindre le label Humanitude, ils ont accepté de se confronter au fait que plus jamais ils feront de soins de force sans abandonner les soins. Ils respecteront la singularité, l'intimité, le domicile. Ils seraient ouverts. On vivrait debout jusqu'au bout du mieux qu'on peut. Et on serait un lieu de vie, lieu d'envie. Ben, ces 5 grands principes-là, déjà, ça les a très très fortement secoués. Et nous, ce qu'on voit, c'est que beaucoup de sujets traite sur la question du temps. Si on ne lève pas et si on ne travaille pas la question du temps, du comment je rentre en relation, ce que vous disiez tout à l'heure, si on n'outille pas les professionnels pour déminer, pour outiller la relation et outiller via les regards, les paroles, les touchés, l'aide à la verticalité, en fait, on abandonne et on donne des injonctions, on donne des repères, des bonnes pratiques. Mais concrètement, je fais comment au 2e étage avec Madame X, Monsieur Y, Monsieur Z qui crie, qui hurle et qui m'envoie un message très clair. L'autre chose, c'est ce fameux modèle 2B. Vous êtes allé, je crois, la semaine dernière en Belgique voir des maisons de repos qui le mettent en place. Très rapidement, qu'est-ce que vous retenez un peu de ce que vous avez vu là-bas? Ah bah là, très clairement, c'est la déclinaison de les 5 principes que je viens de vous donner dans le quotidien. C'est-à-dire, bonjour, vous entrez chez nous. Donc très bien, on va signer les papiers, tout ça c'est bien, mais qu'est-ce que vous aimez faire? Mais qu'est-ce que vous aimez faire tout le temps? C'est pas qu'est-ce que vous aimez faire de temps en temps. Non, non. Qu'est-ce que vous aimez vraiment faire au fond là? Vous aimez vous lever quand, mais vous faites quoi? Vous aimiez quoi dans la vie et vous avez envie de continuer ou vous n'en avez vraiment plus rien à secouer de ce que vous faisiez dans la vie et vous avez envie de faire autre chose? Et en fait, les talents, les énergies, les envies sont tout de suite écoutées, sanctuarisées, déployées. Et elles sont des 2 côtés, du côté de l'habitant qui arrive, comme du côté des professionnels qui arrivent. Chaque personne qui rentre dans le système travaille ses envies, travaille ses talents et les ancre, les incarne à différents moments de la journée et du temps. C'est quelque chose. Hein. On voit donc à travers ce premier projet qu'on peut intégrer dans une approche globale d'accompagnement et des établissements, des structures, des équipes, l'inclusion de ces publics empêchés. On peut aussi l'aborder à travers des champs plus ciblés et des micro-expérimentations. C'est ce que vous avez engagé en région parisienne à travers votre structure. Merci d'être là, Michel Marcizet, directeur général d'Envoludia, et c'est Céline Fiorina, directrice de l'offre de services et de la performance au sein de la direction de la structure. Alors Envoludia, en quelques mots, c'est une association de familles, d'enfants, d'adultes avec des troubles
neuromoteurs lourds, principalement des paralysies cérébrales. Vous gérez en tout une vingtaine d'établissements. Il y a des IME, des MAS, des femmes, avec un secteur de la petite enfance assez marqué. Notamment, il y a plusieurs crèches inclusives que vous intégrez. Vous êtes des acteurs très engagés dans l'accompagnement de ces troubles neuromoteurs, connus pour tels. Comment s'est posée la question de la mise en place d'une dynamique de participation à l'échelle de votre association et comment est-ce que vous en êtes venu à répondre à cet appel à projet? Alors en deux temps, bonjour, en deux temps. Le premier temps, Envoludia avait une ambition, une direction générale ambitieuse et donc une ambition, c'était d'avoir une qualité d'accompagnement des personnes lourdement handicapées, vous l'avez dit, hein, jusqu'au polyhandicap, donc avec troubles neuromoteurs prédominants, handicap cognitif, intellectuel, sensoriel, donc une dépendance lourde à l'environnement et à l'accompagnement des personnes en situation de vie. Pendant plusieurs années, on a axé un effort sur l'expertise technique de l'accompagnement, donc les bons gestes, les bonnes pratiques, la communication, un projet numérique personnalisé, les gestes et postures, c'est des personnes pour lesquelles c'est très compliqué, la déglutition, l'alimentation, donc toute une succession d'expertise avec une équipe dédiée au siège d'expertise qui va ensuite travailler en situation d'accompagnement auprès des professionnels d'établissement. Et le premier enseignement que nous avons eu à ce moment-là, ça a été de dire, mais toutes les formations, on a évoqué la formation, les formations c'est un peu comme l'os sur les plumes du canard, ça marche le temps de la formation, et encore il y en a un peu qui dorment, et puis après ça se dilue parce que dans le retour sur le terrain, les quelques professionnels formés se retrouvent en but à la routine, l'organisation de cohortes, l'organisation lourde des établissements. Et au fond, au bout de quelques temps, c'est perdu. Puis s'ajoute à quoi? À ça, pardon, le turnover des professionnels et c'est sans cesse. Et puis après, on a été impacté, comme tout le monde, je crois, ça n'a pas été encore trop dit ce matin, c'est un oubli, comme tout le monde, c'est la bombe Catalina. La bombe Catalina, c'est le rapport de la rapporteure spéciale de l'ONU, qui en 2017 vient dire dans les établissements, fermez tout. Fermez tout, c'est des prisons, il faut désinstitutionnaliser. Alors en réalité, elle le dit en 2017, nous on commence à l'entendre en 2019, le temps que ça vienne jusqu'à nous, le temps qu'on s'intéresse au sujet, et puis dans les gouvernances, le temps que les ARS aussi commencent à un peu discuter, que la ministre, la secrétaire d'État l'évoque un peu, le fameux mot de désinstitutionnalisation qui apparaît, et on dit, bon d'abord, elle n'y connaît rien, elle vient de loin, l'Amérique latine, elle ne sait pas de quoi elle parle. Puis dans un deuxième temps, on passe du déni à la remise en cause, oui mais nos personnes lourdement handicapées, qu'est-ce qu'elle veut dire? Qu'il faut les ramener au domicile, c'est ça la liberté pour les familles. Puis on voit bien qu'on est un peu court dans nos réactions. Alors après, on commence à travailler. Avec Céline, on se met autour d'une table, avec d'autres, et puis on se dit, bon, peut-être quand même qu'ils ont raison. Alors ça tombe bien, on devait faire le projet associatif. Alors on va faire participer des personnes, pas seulement le projet de la gouvernance, mais quelques professionnels, et puis quelques personnes accompagnées, principalement du secteur adulte. Et là, deuxième détonation, les personnes, quand on leur donne la parole, ça prend du temps. Parfois, pour dire 4 phrases, il faut un quart d'heure. Il faut donc organiser ces séquences qui acceptent le temps, la bienveillance de l'écoute et surtout pas parler à la place et pas penser plus vite. Mais quand on se donne un peu ce temps, on se rend compte que ce que nous disent les personnes, c'est on est en prison. On n'a pas de liberté. Elles le disent prudemment. Moi, je le dis maintenant comme ça. Elles le disent. Ils sont super gentils, nos professionnels, ils s'occupent de nous. Mais ils poussent mon fauteuil, j'ai rien demandé. Mais on me réveille à 7 h alors que mes soins, c'est à 9 h. Mais. Et on se dit, là, il y a quand même un foutu problème. Pourtant, on bossait bien, quoi. Notre association, on était content de ce qu'on faisait. Et on se rend compte que les personnes, quand on ouvre le champ de la parole, ce qu'elles disent, c'est on est privé de liberté. Alors on s'est dit, on va travailler là-dessus. Et on a lancé ce projet auprès de la CNSA parce qu'on reliait les deux. La problématique de la prise de parole des personnes, fallait partir de la parole des personnes. Alors, on s'est heurté à beaucoup de gens quand on a travaillé, y compris des gens qui bossent avec nous sur ce projet, qui voulaient lancer sur la formation. On va faire des formations à l'autodétermination, le pouvoir. Mais non, on ne forme rien. On agit, on fait de la micro-action, et la micro-action, elle ébranle les certitudes, les postures, les attitudes. Et là, alors on s'est dit un peu comme les écolos, bon ça n'a pas vraiment marché avec la transition climatique, mais comme les écolos, on commence petit, et la pédagogie de l'action va entraîner le mouvement. Mais on commence petit, vous l'avez dit même tout à l'heure, en inversant la pyramide. On commence à partir de la parole des personnes concernées
Et on considère que l'organisation professionnelle, les équipes, les directions, sont au service. Les personnes ne viennent pas chez nous, elles sont chez elles. On va voir justement comment vous avez mis en place ces espaces de parole un peu renouvelés et puis ces micro-expérimentations qui permettent de transformer l'essai, si je puis dire. Je vous laisse en quelques minutes nous présenter cela. Normalement, ça marche. Ouais. Parfait. Alors, on est là sur la pierre angulaire finalement de la démarche, ce qu'on a baptisé, nous, les groupes d'expérimentation locale, finalement dans lesquels on a le E qui parle aussi d'expression, c'est-à-dire que sont réunis dans ces groupes des personnes accompagnées dans nos établissements, principalement établissements adultes, des personnes volontaires qui souhaitent s'engager dans cette démarche et qui veulent venir y exprimer des irritants du quotidien, des besoins de changement, pour expérimenter avec nous notre capacité justement à mettre en route ce changement-là. Les mots-clés et la modalité, le processus le plus intéressant, c'est qu'il existe donc à partir de là un espace d'expression. Et vous le disiez tout à l'heure, de mon point de vue, c'est notre fauteuil roulant de la communication dans les établissements parce qu'on se rend compte que rares sont les espaces d'expression, finalement. Et ce n'est pas parce qu'on vit tous ensemble que l'on a des temps où l'on peut communiquer et s'exprimer. C'est le premier mot-clé. Le deuxième mot-clé, c'est la réunion mensuelle parce qu'elle installe un rythme et quelque chose de l'ordre de la récurrence qui fait que la personne accompagnée volontaire prend confiance dans une démarche qui s'inscrit dans le temps et qui va respecter son besoin d'apprentissage aussi de prendre la parole. Ce sont donc 3 ou 4 personnes. Il y a un effet de paire aidance qui se met en place, qui est toujours très riche parce que justement, certains oralisent, d'autres non, mais tous se comprennent et nous aident à les comprendre. Et interviennent dans ces groupes 2 tiers complètement extérieurs aux équipes, une facilitatrice, vous verrez pourquoi c'est le féminin qu'on a choisi, qui est extérieure à l'équipe de l'établissement, j'en parlerai plus tard, et une intervenante externe qui vient animer ces groupes, à l'issue desquels une demande d'action est déposée par ses soins à elle sur le bureau du directeur d'établissement. Alors la demande d'action. La demande d'action, c'est le cœur du réacteur. C'est une personne, dans cette expression facilitée par le fait qu'il n'y ait pas de professionnel d'accompagnement présent et qu'il y ait des facilitations, on l'a évoqué, peut exprimer un irritant du quotidien, comme par exemple, j'aimerais ne pas être réveillé par un coup de pied dans la porte, mais avec une musique douce le matin et qu'on me laisse une demi-heure avant de commencer à dire si je prends ou pas mon petit déjeuner. Ça paraît simple, chez nous, on fait tout ça. Si notre femme ou notre conjoint nous met un coup de pied dans la porte, on lui dit 2 fois, et puis la 3e fois, en général, ça marche. Dans l'établissement, il faut des années pour changer cette habitude-là. Donc, il faut que quelqu'un le dise. La personne le dit. Ah, le facilitateur et l'animateur requièrent cette parole et en font un écrit qui est transmis au directeur d'établissement. Au directeur. Le directeur, c'est son boulot. Son boulot, c'est porter les projets des personnes. Gérer les personnels, c'est les moyens de son boulot. Son métier, hein, on l'a dit, l'inversion, son métier, c'est s'occuper des personnes. Et donc, son boulot, c'est comment je m'occupe pour que monsieur untel peut maintenant être réveillé autrement. Et donc, il a contractuellement 8 jours pour trouver la solution. Ça, c'est dans le projet. Dans la pratique, il met 3 semaines, 4 semaines, 1 mois. Bon, on voit pourquoi ça commence à déraper. Mais dans la volonté qu'on avait, c'est 8 jours. Et il trouve les moyens avec ses équipes. C'est là qu'il co-construit, pour reprendre les mots à la mode. Il trouve les moyens, il dit, bon, alors comment on trouve une solution là? Mais on le trouve pour une personne, cette personne-là seulement. Donc, comme disait l'autre, quoi qu'il en coûte. Parce que quand c'est pour une personne dans un gros établissement, on peut toujours faire l'action pour une personne. Et déjà, ça se coûte. Et après, on vérifie, est-ce que l'action qu'on a dite, elle s'est mise en œuvre? Est-ce que, et on sait, la personne concernée peut évaluer. On verra tout à l'heure dans 2 portraits d'expérience que, heureusement qu'il y a ce retour d'évaluation. Une des fonctions clés du dispositif et de la démarche, c'est la fonction de facilitateur-trice. Je vais les appeler facilitatrices parce que je ne vais pas épiloguer, je vais juste garder un sourire amusé, mais cette équipe est composée uniquement de femmes. Donc ce sont toutes des facilitatrices. Un des points clés de cette fonction, c'est qu'elles sont rattachées directement et managées directement par la direction de l'offre de service. Elles ne sont pas membres de l'équipe de l'établissement. Donc elles restent tiers en étant salariés de l'association. Leur fonction, c'est surtout pas d'être dans le faire,
et c'est l'endroit où c'est le plus complexe, parce qu'on adore faire c'est de favoriser l'expression, de soutenir l'expression, d'encourager l'expression, et de rester dans ce marathon, dans cette forme d'endurance du quotidien, qui fait que la personne conservera confiance dans cette démarche, sentira cet appui solide à ses côtés, et parviendra progressivement à porter une parole de plus en plus élaborée sur des demandes d'action de plus en plus justement intéressantes à travailler. Donc pour nous, c'est un nouveau métier, mais c'est un nouveau métier qui est donc en train de se construire du point de vue RH. On s'est quand même appuyé sur une équipe de professionnels qui connaissent très très bien le métier terrain dont il est question, qui connaissent très très bien les établissements. C'est un point clé parce qu'elles ont affaire à des équipes sur le terrain dont elles connaissent les pratiques aussi. Donc la démarche, on la résume maintenant autour de ces 3 piliers. 6 groupes d'expérimentation locale. Pourquoi 6? Parce qu'il y a 6 établissements pour adultes dans notre association. Et donc on embarque les directions qui ont été associées dès l'origine du projet à ce travail-là. 3 ou 4 personnes accompagnées par groupe. On est dans l'accompagnement, les facilitateurs. Deuxième temps, celui auquel on arrive maintenant, c'est, et c'est mais on l'a beaucoup dit aujourd'hui, c'est-à-dire dupliquer l'opération. On est parti du petit, on reste dans la micro-transformation individuelle, mais avec plus de personnes concernées. C'est-à-dire que là où il y avait un groupe par établissement, on va essayer de faire 2 ou 3 groupes d'expérimentation locale par établissement. Et l'objectif de ça, c'est que va commencer à sortir de toutes ces actions, on est à 62, 63 actions pour l'instant en demande, 67, de toutes ces actions, on va commencer à sortir quelques tendances de changements récurrents ou fréquemment demandés, et on peut penser qu'on arrive à un questionnement, cette fois, d'une organisation qui va devoir interroger, cette fois, plus globalement, le fonctionnement des équipes. On a embauché récemment, dans le cadre de ce projet d'ailleurs, enfin en synergie avec ce projet, non pas une directrice des ressources humaines, mais une directrice de la transformation organisationnelle et des ressources humaines. Et le 3e volet qui arrivera dans 1 an ou 2, ça va être aller jusqu'au haut, c'est-à-dire jusqu'à la gouvernance associative, et qu'en gros, c'est bien la parole des personnes qui créent l'association, c'est chez eux, c'est eux qui commandent, c'est eux les patrons. On a fait du tubé sans le savoir. Quelques exemples peut-être? Quelques exemples. Alors, dans les portraits, on a choisi 2 portraits. Le premier, c'est celui de Jean-Louis. C'est son vrai prénom, hein, c'est Jean-Louis. Il a 76 ans, d'ailleurs, il vient de fêter son 76e anniversaire. Je vais vous le présenter très rapidement, mais avec une ambition d'une médaille à 2 faces. Parce que la première face est très brillante, c'est une très belle histoire. Jean-Louis va déposer une demande d'action qui constitue son désir d'aller au café régulièrement, seul, pour aussi rencontrer et socialiser des gens. L'action a été mise en place, tout se passe bien. Aujourd'hui, Jean-Louis va donc au café et au restaurant. Le revers de la médaille, c'est qu'au détour de cette demande d'action, on se reconfronte à l'absence de liberté d'aller et venir. C'est-à-dire que Jean-Louis, 76 ans, sa première demande d'action à 76 ans, c'est de pouvoir sortir de l'établissement. Donc ça, c'est le premier revers un petit peu pénible, de se confronter à finalement ce qu'on n'a pas permis jusqu'à maintenant, ce qu'on n'a pas accompagné jusqu'à maintenant. Le deuxième revers un tout petit peu difficile, c'est que si on zoome sur l'assiette de Jean-Louis, il a une superbe assiette de crudité et ça incarne bien la façon dont les personnes, comme vous le disiez, ont intégré soit les injonctions, soit pour lui l'absence de liberté de pouvoir aller et venir, c'était complètement intégré jusqu'à ce qu'on ouvre une option de pouvoir le demander. Parce que Jean-Louis adore les frites. Jean-Louis, il a plein d'argent parce que son tuteur a bien économisé, sauf qu'on lui donnait 50 € par mois, parce que quand même, ce ne serait pas juste pour les autres. Enfin, vous voyez tous ces espèces de comportements du collectif qui viennent brider la liberté individuelle, et on a une volonté dans notre projet associatif, c'est que toute limitation à la liberté des personnes doit faire l'objet d'un écrit contractualisé. On n'en est pas encore là, hein, c'est l'objectif. Mathias, il a 26 ans, lui, sa demande d'action, c'est « je ne supporte pas le collectif, je veux manger seul dans ma chambre ». Très bien Mathias, tu vas manger, alors on va 2 fois par semaine, hein, parce que quand même, hein, les autres, et puis tu vas être un peu déprimé. Non, Mathias, il voulait manger seul dans sa chambre. Donc l'action qui a été rédigée, dans la réponse, ça a été 2 fois par semaine. Donc Mathias, il a quand même bougé un peu, puis il nous a dit, Mathias, il met 10 minutes pour dire 3 phrases, parce qu'il est hyper compliqué, mais il veut continuer à parler, parce qu'il veut oraliser.
Mais quand Mathias, il peut le dire, il dit clairement, il dit les professionnels sont des cons, et il dit, moi, je veux tout seul. C'est-à-dire qu'il dit très en colère, c'est un mot à la mode aussi, mais il est en colère, il a des raisons de l'être. Et donc, retour au groupe d'expression locale, d'expérimentation locale, reformulation, et Mathias, maintenant, mange dans sa chambre quasiment tout le temps. Sauf que, à chaque repas, il a le droit aux remarques des professionnels. Quand même, Mathias, on n'est que 2 aujourd'hui, tu pourrais faire un effort, etc. C'est pas la faute des professionnels, une fois de plus. On est convaincus de ça. C'est la faute de nos organisations de travail, c'est la faute de l'absence de management, de construction de l'organisation par les directions d'établissement et les directions associatives. Il faut complètement repenser le travail en repartant de la parole des personnes. C'est le chantier, c'est la révolution en tout cas qu'on essaye d'engager. Et c'est un très beau projet, c'est un projet qui évolue dans le temps, qui se lisse, qui se polit un petit peu. Au début, vous me disiez, les micro-expérimentations parlent de demandes sur du quotidien. Aujourd'hui, ils commencent à exprimer des demandes plutôt sur les organisations et la gouvernance aussi. Et puis vous-même, vos outils, vous les polissez, puisque c'est notamment sur les retours des fiches que vous portez, vous intégrez les conversations qu'il y a eu pour que vraiment la parole soit prise dans son entièreté. Quelques réactions à notre expert Stéphane un peu sur ces 2 premiers projets. Mais je pense que ce qui est important, c'est la question des niveaux sur lesquels vous insistez. Alors moi je ne sais pas si je ferai une opposition, mais par contre la distinction entre chaque et savoir à quel niveau on agit, je pense que c'est essentiel. Et puis à chaque niveau, il faut des outils. Il y a quelque chose auquel je tiens beaucoup, c'est justement la question moi j'appelle plutôt ça un concept, mais de convention ou de charte ou ce qu'on veut, c'est porté par l'institution. Moi j'ai une expérience par rapport à votre présentation, c'est justement en agissant sur le local à mon niveau. Alors évidemment les patients, les résidents que j'accompagnais en fonction des âges, il y avait des choses positives qui se passaient. Par contre à mon niveau individuel, micro, il y avait plein d'enjeux pour les personnes que j'accompagnais qui ne se mettaient pas en place du point de vue de la communication. Et là, c'est pour ça que j'insiste sur le modèle médical. En fait, il y avait des compétences qui se mettaient en place, mais concrètement sur le terrain, il y avait 1/10 qui était vraiment applicable. Donc, j'insiste vraiment, vous avez raison sur le niveau micro, mais j'insiste aussi sur le fait que... il n'y a pas de contradiction, c'est juste sur le fait que ça vient ensemble. De penser, en fait, comment faire quand on est une organisation, on parlait institution, mais tout à l'heure j'insistais sur les lieux publics en général, comment on fait pour organiser le fait que la participation soit possible en termes d'outils, formation, alors je vous rejoins aussi là-dessus, c'est essentiel, formation des personnes, si c'est juste 10 jours ou quelques heures de formation, évidemment l'application sur le terrain ça ne marche pas. Il faut aussi repenser ce que c'est que la formation, la supervision, l'accompagnement des équipes, le fait qu'il y ait des va-et-vient, des partenariats peut-être avec des organismes de formation. Je me forme une fois, mais après je suis supervisé, je suis accompagné. En fait, si on regarde la recherche sur la formation d'adultes, les formations qui fonctionnent, c'est ça. Et l'analyse des pratiques, on ne l'a pas évoqué, mais c'est essentiel pour accompagner les professionnels, cette fois, à analyser leur situation de confrontation, non pas en parlant des personnes, comme c'est toujours la tendance, mais en parlant du problème que ça leur pose à eux dans leur pratique. Oui, puis il y a une question de vision de structure. Là, on voit bien, il y a la question de la responsabilité, il y a la question de la liberté, de la sécurité. Il est gentil, Mathias, mais enfin, quand même. Ce serait quand même bien que... Et ce changement culturel sur lequel vous avez aussi insisté et qui est essentiel en fait. C'est-à-dire dans le sens, on peut avoir les meilleurs formateurs et les meilleures formations du monde, on peut avoir les meilleurs projets individuels au niveau micro, mais s'il n'y a pas après un transfert sur une réflexion sur comment je vais changer la culture des gens. Donc, vous voyez, ces niveaux institutionnels, après ces changements culturels, où je regarde, si je parle participation, peut-être une chose, encore une parenthèse, on voit dans beaucoup d'institutions en Suisse comme en France des projets sur autodétermination, participation, puis on voit que tout d'un coup il y a un pôle qui se monte et puis un groupe de travail, puis c'est génial. Puis quand on est en dehors de ce groupe-là, puis on se dit mais c'est quand même rigolo parce que en fait, dans ces projets pilotes super géniaux où l'institution s'ouvre, les personnes que j'accompagne pour un handicap de communication ne participent pas à ces groupes. Donc on parle autodétermination, on parle participation, mais finalement les personnes, et c'est louable, je veux dire, les personnes qui sont dans ces groupes sont déjà des personnes avec beaucoup de compétences, et c'est excellent de les accompagner, il faut le faire.
Mais quid des personnes avec polyhandicap? Quid des personnes avec un gros handicap de communication pour lesquelles, en fait, des fois, on ne se pose même pas cette question-là. Pour des Mathias, qui sont justement concernés, et pour beaucoup d'autres personnes concernées par l'âge aussi. Voilà. On voit bien que c'est vraiment quelque chose qui se joue à plusieurs niveaux et que vous essayez d'intégrer et d'anticiper l'impact à ces différents niveaux, de l'individuel à l'organisationnel, à l'institutionnel, comme vous le dites, qui se joue dans vos deux projets, dans les projets qu'on va voir derrière. En tous les cas, merci à vous deux d'avoir porté avec cet enthousiasme vos initiatives et vos projets. Vous pouvez continuer à poser vos questions évidemment à nos porteurs de projets. On va tout de suite passer à la deuxième séquence avec deux nouveaux projets qui vont nous être présentés. Alors on va continuer à voir justement comment avoir cette démarche inclusive, aller au-devant des publics, tous les publics et les publics les plus empêchés dans ces approches de participation, et on va le faire notamment avec l'association La Roche qui se situe dans l'Est rhodanien, du côté de cette belle ville de Roanne, représentée ici par François Anizan, directeur général adjoint de l'association La Roche, et Marie Bourrez qui est avec nous, bonjour, représentante des usagers en CVS de l'association La Roche. Alors votre association, on va le voir à l'écran d'ailleurs, elle accompagne plus de 700 personnes avec un pôle d'accueil spécialisé, dont une MAS, des hébergements non médicalisés, des ESAT, et le public accompagné est en grande partie composé de personnes concernées par des formes de handicap psychique, ce qui s'est constitué au fil du temps. La culture de participation, elle est déjà présente, elle est déjà très présente, si je puis dire, dans votre établissement, puisque votre projet quinquennal a comme élément fondateur le pouvoir d'agir. C'est un axe fort aussi de porter par le renforcement des CVS sur lequel vous travaillez depuis déjà des années, et vous voulez aller au-delà, aller vers véritablement une vraie culture de la participation. Et à travers votre projet, on va voir un autre aspect, c'est la manière dont ces structures, notamment les CVS, puisque c'est vraiment le cœur de votre projet, peut aujourd'hui rentrer dans une démarche inclusive la plus globale, la plus constante. On va le voir, mais quelques éclairages avant peut-être avec vous. En quoi était-il essentiel pour vous d'appuyer votre dynamique de participation sur ce que sont ces CVS et sur leur montée en compétences? Oui, donc merci de nous donner la parole, parce que ça pourrait être un projet qui resterait qu'au sein de l'association, alors que finalement on dépend véritablement de la société dans laquelle nos établissements sont implantés, pour dire que le projet il est vraiment systémique et que la finalité n'est pas uniquement la vie dans l'établissement, bien évidemment, mais ce que peut procurer l'établissement pour que les personnes puissent s'épanouir ensuite dans la société. Alors s'il y a transition vers le milieu ordinaire, pourquoi pas, c'est un objectif. Si les personnes restent, c'en est un autre. Mais en tous les cas, qu'il puisse y avoir pas ce phénomène d'enfermement. Et le CVS peut avoir vraiment cette opportunité pour les personnes collectivement aussi d'avoir des préoccupations tant internes que externes. Le CVS, c'est une instance qui est formelle, qui est rappelée par la loi en 2022, avec quelques précisions en tous les cas qui viennent, telles que moi je l'ai entendu au sein de l'association, positionner le CVS comme même une instance de décision. Et c'est à ce titre qu'on a voulu que les CVS en fait, nous conduisent, encore une fois je ne sais pas si on y parviendra, mais que les personnes aussi intègrent les instances statutaires de l'association. Donc ça, c'est un objectif qui n'est pas nécessairement très simple à faire aboutir, mais ça nous amènerait à changer les statuts associatifs dans un horizon de quelques années pour que les personnes puissent être au cœur de la décision. C'est vraiment le projet. En quoi est-ce que l'appel à projet de la CNSA permet-il d'accélérer le travail que vous aviez déjà engagé sur la montée en compétences des CVS et d'aller vers une vraie culture de la participation à tous les étages? C'est vraiment l'ambition du projet que vous avez. Oui, tout à fait. Les CVS sont un peu un alibi. En 2018, on démarre véritablement, et c'est concomitant avec la révision du projet associatif, comme d'autres en ont parlé dans leur expérience de montée en compétence de la participation. L'appel à projet, finalement, c'est une manne financière qui m'a permis, moi, d'aller au-delà de ce que j'avais pu faire depuis 2018, en termes de formation, en termes de mobilisation d'un certain nombre d'acteurs,
de dialogue, de retour d'expérience, de benchmark avec d'autres associations, aussi de dynamiser des projets de recherche, parce que finalement, je ne sais pas si on se décrète expert, mais c'est aussi par le regard de l'autre et des travaux avec l'université qu'on avait pu conduire. Et finalement, la CNSA, en apportant plus de 100 000 euros, c'est extrêmement conséquent, eh bien, m'a permis aussi de redémarrer tout un programme, à la fois de formation, d'utiliser aussi un vidéaste, une paire aidante indépendante, etc. Je vous laisse tous les deux nous présenter ce projet, puis on en discute après. Vous avez le petit zappette pour cela. Pour revenir en arrière. Ouais. Voilà, ce que j'appelle la genèse du projet, c'est l'origine du projet, puisqu'on accueille, comme vous l'avez dit, des personnes en situation de handicap psychique, donc qui ont des troubles de la santé mentale. Ce sont des adultes. C'est un peu réducteur ce que je vais dire, c'est pour ça que j'ai mis des guillemets. C'est une maladie de la participation. Voilà d'où on est parti. Et ce qui est important, c'est de pouvoir exprimer ses choix, appliquer ses droits. Encore faut-il les connaître. Et on s'appuie notamment sur des méthodologies de rétablissement en santé mentale, qui sont des visions où la personne est vraiment au cœur du projet, actrice de sa propre situation. Si vous pouvez, Marie, compléter. Alors, je suis anxieuse. Le CVS me permet de prendre parole facilement. J'étais assez isolée. Avec le CVS, je m'ouvre aux autres. J'ai changé de traitement et maintenant je suis plus à l'aise. J'ai plus confiance. J'ose plus prendre la parole. Je connais mes droits. J'ai envie de continuer à être élue. Je communique sur les insatisfactions des autres. Nous cherchons à résoudre les problèmes avec la direction du foyer. Comment on s'y est pris pour monter en compétence les CVS? En fait, j'ai fait une frise un petit peu chronologique pour repartir de 2018. Donc voilà, c'est un projet qui aujourd'hui a 6 ans. Alors je ne dis pas qu'au sein de l'association, les CVS n'existaient pas avant 2018. Mais par contre, c'était des instances qu'on mettait en place, des instances d'information, ce qui était déjà important, mais elles n'avaient pas cette puissance que l'on peut aussi avoir aujourd'hui. Donc on révise le projet associatif en 2018 et on fait sur un des 5 axes du projet associatif, le pouvoir d'agir, la citoyenneté est au cœur de cet axe. 2019, on structure les CVS et effectivement, nous n'avions pas, comme le Code de l'action sociale et des familles nous le demande, une instance qui venait valider, entériner les relevés de conclusion des CVS. Donc finalement, on met en place, nos administrateurs nous demandent de mettre en place une instance qu'on a appelée Conseil central de la vie sociale. Donc à la fois avec pour fonction de venir entériner les relevés de conclusion de l'ensemble de 18 ESMS, donc 18 CVS, et d'autre part de dire que les sujets qui étaient en Conseil central de la vie sociale étaient des sujets qui étaient des sujets globaux à l'association. C'est-à-dire si on repère une question, je ne sais pas, si les transports, si la nourriture sont une problématique principale de l'ensemble des établissements, cela devient un sujet associatif. Et d'autre part, dès lors qu'on va fêter l'anniversaire de l'association, dès lors qu'il va y avoir un nouveau projet dans l'association, c'est un sujet de CVS. Voire aussi, étant donné qu'on est positionné en conseil départemental de citoyenneté et de l'autonomie, dans le collège des usagers, une personne de l'association, qui est d'ailleurs une présidente de CVS, a un mandat en CDCA et nous rapporte au sein du Conseil central de la vie sociale l'actualité du Conseil départemental de l'autonomie et de la citoyenneté. 2020, on a une impulsion aussi très forte par le biais du projet territorial de santé mentale du Rhône et de la métropole de Lyon. Alors il y a un certain nombre de fiches actions, mais en tous les cas notamment une qui n'est pas de projet en tous les cas sur le département, qui ne soit pas conduit avec les personnes concernées elles-mêmes. Et d'ailleurs dès 2019, il y a eu un plaidoyer sur le territoire par les personnes concernées pour qu'elles nous disent ce qu'elles voulaient dans les années à venir. On revient sur ce que beaucoup ont déjà utilisé comme formule, rien pour nous sans nous.
2021, je mets en place un groupe leader au sein de l'association. Alors, je vais pour l'instant pas insister sur ce point avec ce que je dis être l'ensemble des parties prenantes. Si on fait bouger un domino, il faut que les autres aussi soient associés. J'entends par domino les membres de la gouvernance, de la direction, les salariés, les familles et les personnes concernées, bien évidemment. Donc, ce groupe leader, il avait vraiment pour fonction d'avoir des ambassadeurs au sein de l'association sur l'ensemble de ceux qui constituent les CVS et avoir des phénomènes leviers chez chacune de ces parties prenantes. 2022, modification du Code de l'action sociale et des familles. Moi, je le prends vraiment comme un levier aussi réglementaire, mais en tous les cas pour nous permettre d'aller plus loin. On entre aussi dans la révision des formules d'évaluation de nos ESMS par le biais du référentiel unique de la Haute Autorité, mais le Conseil de la vie sociale est interrogé. Il est vrai qu'on a eu une campagne d'évaluation de nos ESMS en 2023 et en 2024, donc tous les établissements ont été évalués, notamment tous nos CVS rencontrés. Et 2023, on en vient à la subvention CNSA qui me permet d'aller plus loin dans le programme. Vous me demandiez d'insister sur les partenaires du développement de la participation. Ils sont nombreux. J'ai utilisé beaucoup d'organismes de formation extérieurs. Un IRTS, un Institut régional de travail social de Franche-Comté, parce que finalement, je ne trouvais pas nécessairement sur mon territoire la formation ad hoc pour revenir sur la réglementation des CVS et aussi être plus aguerri sur la prise de parole en public, par exemple. Conduite de projet par un groupe leader, je reviens sur ce que je disais précédemment, il est important ce groupe, il nous suit dans le temps, c'est lui le pilote du groupe. Et finalement, moi, c'est mon thermomètre. Je sais s'il faut ralentir, je sais s'il faut accélérer, je vois si ça marche par le biais de ce groupe leader, de ce groupe ambassadeur. La subvention CNSA me permet aussi l'intervention, le financement d'un père aidant qui est extérieur à l'association, mais qui vient soutenir les élus des CVS dans l'exercice de leur mandat. Donc comme il n'est pas salarié de l'association, finalement, le projet de l'association, il en a connaissance, mais il peut se permettre aussi d'aller sur des axes avec les personnes, notamment plus vindicatifs s'il le faut, de prise de conscience des personnes, parce que lui aussi a peut-être vécu ses propres situations à un moment donné, s'il a été hospitalisé sous contrainte, ou le choix du médicament, ou alors le non-choix du médecin par exemple, et de dire aux personnes, mais tu vois, moi je me suis révolté, tu as le droit aussi de le faire, même si ça fait mal à un moment donné. Le soutien au bénévolat, jusqu'à présent j'ai vraiment développé toute la question de la participation au niveau collectif, et tout le monde n'a pas envie de participer collectivement, donc on a fait aussi le postulat que c'était peut-être par le biais de l'action individuelle de participation à la société, et notamment j'ai eu affaire à un organisme qui s'appelle le nom m'échappe, mais en Coutillac, qui soutient le développement du bénévolat pour les personnes qui sont en difficulté. Donc, Adopte une asso. Adopte une asso, merci. Donc qui inverse, on va dire, le prisme habituel de la personne retraitée qui a eu beaucoup de compétences dans sa vie et qui vient aider des personnes qui sont vulnérables. Non, là de dire des personnes âgées, des personnes en situation de handicap font du bénévolat dans le tissu associatif local. Donc là, à cet endroit, je cherche à développer la participation individuelle. Implication du conseil d'administration, je l'ai dit, il y a une familiarisation avec les instances. Donc nos administrateurs, les membres du bureau rencontrent à certains moments les membres du CVS. La mesure d'impact social, donc c'est une méthodologie pour regarder ce qu'on fait, parce qu'avec les outils de la haute autorité, finalement je sais que j'ai un CVS en place, je sais que j'en fais au moins 3 dans l'année, mais je ne sais pas qu'est-ce qui vient faire bouger les lignes au travers des retours de ces évaluations. Alors que par le biais de la méthodologie de mesure d'impact, je vais avoir des indicateurs qui vont me permettre d'aller plus loin. Notamment, ce que je voudrais savoir, c'est à quel endroit les personnes au sein de l'association, à N+1, +2, +3, sont vraiment acteurs de la décision des projets qui sont pris au sein de l'association. Et notamment, j'aimerais corréler aussi les niveaux de financement obtenus à ces prises de décision par les financements. Capitalisation par un tiers,
j'ai recours à un organisme aussi qui vient nous aider. Alors, ce n'est pas de la recherche, mais il vient aussi à aider une valorisation de nos actions. C'est un réseau de promotion de santé, finalement, sur le territoire, par le biais d'un sociologue qui décrit là où nous en sommes et comment nous progressons. Et puis aussi la valorisation de l'action par le biais d'un vidéaste. Alors, c'est pas seulement, c'est important, parce qu'une valorisation des personnes, pour des personnes qui n'ont pas nécessairement été toujours valorisées dans leur vie, le vidéaste a cette fonction-là aussi, mais de faire une captation d'images qui nous servira plus tard aussi pour être autonome vis-à-vis de notre propre formation. Parce que toute cette ingénierie sociale déployée, elle est en termes de méthodologie assez lourde, et j'aimerais qu'on s'approprie ces outils, et le vidéaste va nous aider pour, dans l'avenir, créer ce qu'on appelle un COOC, c'est-à-dire un outil de formation interne où on pourrait alterner des séquences en présentiel et en distanciel. Quelques mots sur les projets qui sont portés. Oui. Alors, un projet sur un établissement qui est dans un petit village magnifique qui s'appelle Iseron, où l'établissement est de longue date dans le village et a oscillé entre des moments où il était accepté et d'autres moments où ça allait moins bien, où les commerçants, dès qu'il y avait un petit peu trop de centimes sur la caisse, ça faisait perdre du temps, et puis s'il y avait un vol, c'était de la faute A, etc. Parfois de l'ordre des préjugés, mais en tous les cas, on voyait qu'on était plutôt dans un mouvement à l'heure actuelle de reproches vis-à-vis des personnes ou de ces personnes qui sont bizarres. En tous les cas, il y avait un intérêt à faire se rapprocher l'établissement du village, donc, notamment avec l'école, avec la commune, avec les commerçants et les associations locales. Un autre projet aussi intéressant qui est en cours de développement, parce qu'on a une maison d'accueil spécialisée qui a ouverte il y a 2 ans, donc il y avait un CVS à mettre en place, et ce projet est particulièrement aussi intéressant pour l'association qui a par ailleurs des ESAD, des foyers, des accueils de jour, où là, la question de l'adaptation de nos outils par rapport à des personnes qui ne sont pas toutes nécessairement oralisées, où c'est un CVS qui parfois dure 10 minutes et pas plus, parce que c'est difficile la captation de l'attention. J'ai un vrai laboratoire, on va dire, institutionnel pour vérifier aussi que nos outils correspondent bien aux personnes en termes d'adaptation. Un projet que développera Marie tout à l'heure sur le recyclage des déchets alimentaires, donc comment le CVS s'est positionné vis-à-vis de cette action. Et puis un autre projet aussi qui est en cours, dont j'ai déjà parlé, sur la familiarisation avec les instances du bureau associatif et du conseil d'administration. Je vous laisse finir, et peut-être que Marie peut dire un mot aussi sur le projet qu'elle a porté, elle aussi, dans ce cadre-là. Quel projet est-ce que vous avez pu porter, vous, Marie, justement? Au début du projet, nous voulions avoir des animaux au foyer, puis on s'est rendu compte que les déchets alimentaires étaient jetés à la poubelle. Nous voulions tous éviter le gaspillage. Avant d'en parler en CVS, il a fallu s'organiser pour savoir quoi proposer. Nous avons eu l'idée d'installer un poulailler dans le jardin. Maintenant, nous donnons les déchets aux poules. En plus, nous avons des œufs frais pour les ateliers repas. Ce qui est pas mal. Voilà. Bravo. Ouais. Ça a été dur à mettre en place? Un petit peu, oui. Un petit peu. On voulait des poissons rouges, des chats, des chiens, enfin bon, tout. Ils n'ont pas voulu, donc voilà quoi. Voilà. Merci. Et maintenant, on a des poules. Des poules et des œufs frais. Voilà, tout à fait. Oui. Super. Merci beaucoup. On reviendra probablement avec Stéphane dans l'échange sur ce beau projet-là. Je voudrais qu'on enchaîne avec notre dernier projet de la matinée avec vous deux. On va aller du côté de l'Isère avec vous, Caroline Drehaut et Kenza Drancourt. Caroline Drehaut, vous êtes directrice du pôle gérontologique de la mutualité française Isère, et Kenza Drancourt, designeuse qui a accompagné la mutualité sur le projet. Alors, un aspect qu'on va voir avec vous, qu'on n'a pas encore abordé, c'est de travailler sur la sensorialité notamment, qui est un mode de partage, d'expression aussi avec les publics qui est un petit peu négligé et sur lequel vous avez essayé de beaucoup retravailler. Quelques mots sur votre structure qui se développe autour de 3 pôles: gérontologie, handicap, insertion. C'est 11 des structures de 11 EHPAD, des IME, des ITEP, notamment une unité longue durée, situées en Isère, vont fonctionner sur la même base qu'une association, sauf que c'est des représentants des mutuelles
actuels qui sont dans votre conseil d'administration. Le projet concerne un des établissements, c'est la résidence mutualiste Les Orchidées, qui a des places d'hébergement, 2 unités protégées, un accueil de jour. D'où est venu le projet de monter une démarche de participation innovante dans cet établissement des Orchidées pour personnes âgées? Alors ce projet, à l'origine, c'est celui d'une directrice, Isabelle Mariani, qui a engagé l'établissement et la mutualité française Isère. Il part du constat, mais on l'a entendu un peu plus tôt dans la matinée, qu'il y a des freins quotidiens à la participation des habitants dans nos résidences. Un premier frein qui est la personne accompagnée, qui est une personne fragile, vulnérable, souvent quand elles arrivent en établissement avec effectivement des troubles cognitifs avancés qui peuvent empêcher de comprendre, voire qui peuvent empêcher d'avoir un discours cohérent. Et puis, de fait, on en a aussi parlé tout au long de la matinée, il y a souvent de la fatigue, du désengagement et une forme de passivité subie. Dans les constats aussi et dans les freins au quotidien, on a des contraintes RH, de ressources limitées, auxquelles se rajoutent évidemment, on connaît notre contexte, des difficultés de recrutement et de stabilisation des équipes. Et de fait, prendre du temps, s'interroger, remettre en question les organisations et inclure les personnes âgées dans les prises de décision alors qu'on est déjà dans un contexte quotidien d'urgence, ça peut paraître un petit peu utopique. Pour autant, voilà, on a voulu retenir un autre constat à partir des capacités restantes plutôt que des déficiences et reconnaître l'idée qu'il existait différents niveaux de participation pour chaque personne. Donc on a fait le choix dans ce projet de travailler avec une méthode de recherche-action et donc de se faire accompagner par une équipe composée donc d'une designeuse, d'une sociologue et d'un évaluateur. Notre objectif, il est vraiment de pouvoir travailler sur la constitution d'un kit méthodologique et d'outils favorisant effectivement cette participation, de manière à ce qu'on puisse les s'aimer dans nos différents établissements, puisque comme vous le disiez, on a 11 EHPAD plus des établissements effectivement dans le secteur du handicap et notre ambition à la mutualité française Isère était de partir de là pour aller plus loin. Alors on va commencer par les orchidées et voir justement comment vous mettez en place aujourd'hui cette démarche et de participation et de conception, prototypage d'outils. Je vous laisse la parole. Alors on est à mi-chemin presque du projet, donc on est à l'étape qui est encadrée là. Ce qu'on a fait aux orchidées, c'est qu'on a commencé par collecter les besoins, les principaux besoins des résidents, des professionnels et des proches. Et on a pu prendre du recul sur ces besoins-là, sur ce diagnostic, pour ensuite, ensemble, voter 2 sujets à prioriser pour cette année-là. Pour ça, on a mis en place des outils de vote, notamment avec différentes formes de vote selon les personnes et selon les situations. Et ensuite, on a collectivement imaginé des solutions à travers des ateliers de co-création. Et là, on sort de ces ateliers-là où on a eu beaucoup d'idées générées, mais on s'est arrêté sur 3 concepts qu'on est en train de prototyper, qui ciblent 3 formes de participation qu'on pourra prototyper et tester là sur le mois de décembre. Et l'enjeu, c'est vraiment que l'année prochaine, donc à partir de 2025, on prenne du recul sur ce qui a été, tous les outils qu'on a formalisés, toute la méthode, qu'on puisse l'améliorer, avoir des apprentissages pour pouvoir créer ce kit d'essaimage et le tester avant de le diffuser vraiment publiquement, de le tester auprès d'autres structures aussi. Alors, on a fait pas mal de choses différentes. Ce qui est vraiment intéressant avec la CNSA, c'est que ce temps long qui est permis et l'expérimentation qui est permise, l'exploration, a fait qu'on a pu vraiment faire des pas de côté, des pas en avant, des pas en arrière. Et c'est vraiment ça qui a été précieux. Du coup, il y a plusieurs choses qui sont notées sur cette slide, mais l'idée, c'est vraiment, un des premiers apprentissages, c'est vraiment le temps long d'immersion. Et ce temps long a laissé aussi différents types d'interactions se mettre en place, qui a été hyper apprenante et qui nous a vraiment orientés tout au long du projet jusqu'à maintenant. Et concrètement, on vous partage aussi un petit peu des livrables, ce sur quoi on s'est arrêté sur les différentes phases du projet. Sur la première phase d'observation,
on a pu mettre au point une cartographie qui recense en fait les 50 besoins principaux qui ont été croisés entre les résidents, les professionnels et les proches. Alors, il faudrait zoomer pour tous les voir, mais en tout cas, il y en a 5 qui se dégagent et qui paraissent assez transverses à différentes structures. Au-delà du premier besoin, qui est vraiment d'avoir plus de ressources humaines d'un point de vue des professionnels, quand on creuse un petit peu, ce qui revient, c'est le besoin de communication, d'avoir de l'information en différents interlocuteurs. Ça peut être l'institution professionnelle, entre les résidents eux-mêmes, proches, professionnels. Du lien social, et au-delà du lien social, la cohésion sociale, vraiment de se sentir ensemble dans un enjeu commun, l'organisation du temps, avoir une influence là-dessus, l'aménagement de l'espace, et au-delà de l'aménagement de l'espace, c'est vraiment l'occupation de l'espace, parce qu'on va se rendre compte qu'en fait, le pouvoir d'agir va être assez proportionnel à la manière dont on occupe l'espace. Il y en a qui l'occupent très bien, et d'autres qui vont beaucoup moins l'occuper. Et le plaisir sensoriel, donc comment on va pouvoir, derrière des fonctionnalités de base, des tâches et des activités de base, rechercher du plaisir, ce qui fait notre quotidien. Et à partir de cette cartographie, en fait, on a pu tester, expérimenter des outils de vote. Là aussi, on a vraiment, on a pu s'amuser à tester différents formats. Ça peut être des votes illustrés, des votes individuels, collectifs, différents formats pour vraiment amener les résidents, les professionnels et les proches à voter 2 besoins prioritaires. Ceux qui ont été massivement, nous ça a été une surprise, mais ça a été vraiment massivement voté dans cet établissement, ça a été le besoin de renchérir le plaisir au quotidien. Manger, c'est pas que pour se nourrir, se laver, c'est pas que pour l'hygiène, ça peut être pour juste prendre le temps de se réveiller. Donc ça a été vraiment retrouver de la sensorialité et aussi d'avoir une influence sur l'organisation du temps, qui structure forcément les journées, mais d'un point de vue résident, professionnel aussi et proche. Et à l'atelier de co-création, on a invité 23 personnes pour tester cet atelier-là, ce déroulé-là. 23 personnes qui mélangent autant des résidents, des professionnels, des proches, mais aussi des acteurs de la ville, pour aller aussi au-delà des murs de l'EHPAD. Et on a pu vraiment tester un déroulé pour voir comment s'emparer, selon les personnes, selon les facilités. Ce jeu, en fait, ça se présente comme une espèce de grand jeu de société de participation qu'on va être amené à améliorer, notamment dans le kit d'essaimage, et qui a pu, à l'aboutissement de cet atelier, résulter sur 67 idées. Et sur cette cartographie de 67 idées qu'on a synthétisées en 3 concepts. Et les 3 concepts, c'est un petit peu flou, on pourra en parler plus en dialogue tout à l'heure, mais c'est un petit peu flou comme je vous le présente, parce qu'en fait, on a le copil la semaine prochaine, enfin en fin de semaine, et on va valider tout ça, mais en gros, on va jouer sur des formes de participation différentes, des participations qui sont plus sur de la proaction, c'est du libre usage, tout simplement, ou d'autres formes qui sont juste de l'interaction sensorielle, juste réagir à une question, un stimuli, à de la sensation, c'est une forme de participation ou d'orienter en tout cas quelque chose, la collaboration, etc. Et donc une fois qu'on a passé ces tests d'usage, on va pouvoir passer à l'autre partie du kit d'outils et d'essaimage. Peut-être une question sur cette dimension sensorielle, elle est importante. Il y a 2 notions, c'est la cohérence des temps, mais ça on en a beaucoup parlé, on en parlera beaucoup dans la journée, mais cette sensorialité, elle est importante. Comment vous expliquez que ça revienne comme un besoin et est-ce qu'il y a quelque chose qui a été un peu perdu de ça dans les pratiques, dans les rythmes, dans les usages ces derniers temps? En tout cas, ça a été sur la phase d'observation qui était vraiment une phase d'immersion, mais aussi juste d'écoute et de rester là à observer. C'est quelque chose qui a été pas forcément remonté justement par des paroles, et ça a été un des sujets qui a été pourtant massivement voté, mais qu'on a collecté un petit peu autrement, en creusant, en se rendant compte en fait que des fois on va dire que le problème ça va être un déjeuner, mais qu'en creusant en fait c'est parce qu'on ne prend pas un plaisir à ce déjeuner-là, ou le problème ça va être une toilette, mais c'est parce qu'en fait on voulait prendre le temps de se réveiller et qu'il y avait quelque chose qui était caché derrière. Et forcément, par contrainte de ressources ou de temps, on va avoir tendance à restreindre des tâches à leur fonction primaire de base.
de répondre à une tâche très précise. Et c'est toute cette sensorialité autour qui est en fait la plus importante pour vivre son quotidien et pour l'orienter aussi comme on le souhaite. Oui, c'est une mise en tension qui va faire que les équipes vont aller à l'essentiel étant le fonctionnel. Et peut-être que l'essentiel n'est pas forcément le fonctionnel. Il y a un autre sujet qui est important, c'est les publics les plus empêchés. Comment est-ce que vous avez travaillé à les intégrer, à les inclure dans le recueil des besoins, dans le vote? Comment vous avez travaillé aussi avec ces publics-là? Alors d'abord, on a essayé de se questionner sur les différentes formes de participation, parce que derrière ce mot, justement, chacun des projets, on s'en empare un peu différemment, c'est intéressant, sur les modes de participation, des niveaux de participation et comment on pouvait les adapter selon les personnes et les situations. Il peut y avoir, participer à une décision, c'est pas forcément de décider de tout et tout le temps. Ça peut être décider uniquement à des moments qui sont très importants pour moi et pas forcément toute seule. Donc ça peut être autonome, ça peut être accompagné par quelqu'un, délégué à quelqu'un qui a une expertise ou quelqu'un de confiance. Ça peut être participer ponctuellement, partiellement, totalement. Ça peut être aussi des participations passives ou actives. Une participation informative, c'est déjà une première consultative, c'est une autre étape de participation. C'est pas forcément que des participations décisionnelles. Donc déjà, prendre du recul sur ça, sur différentes modalités de participation, ça nous permet d'atteindre aussi des personnes qui vont moins se sentir à l'aise dans une participation totale et décisionnelle. Et ça a été aussi on en a parlé, mais cette phase d'immersion, de juste être là et d'être à l'écoute, ça a permis de mettre en place des interactions qui étaient aussi différentes, donc pas forcément verbales, mais juste d'être là et d'être à l'écoute d'autres formes d'interaction, ça s'est fait sur le temps long. Il y a eu aussi... ça nous a pas mal aidé, il ne faut pas se reposer que là-dessus, mais de créer aussi une communauté entre nous, de faire attention les uns aux autres et de demander à chacun ce qu'il pense que l'autre aurait besoin. Alors, il ne faut pas rester que là-dessus parce que ça peut être du préjugé, mais en recroisant, en fait, on se rend compte qu'il y a des personnes qui ne vont pas elles-mêmes conscientiser ou verbaliser leurs besoins, mais que d'autres personnes y ont fait attention parce que, en fait, tous les matins, elle n'est pas contente si on lui propose ci ou ça. Et on s'est aussi reposé quand même pas mal sur la recherche. Où on a pu, il y a des années de recherche aussi sur le domaine, où on a pu recroiser tout ça avec des interviews d'experts, une veille de dispositifs innovants qui a été faite par la sociologue. Donc ça a permis aussi de robustifier de différentes manières. Notre expert Stéphane, réaction sur ces deux beaux projets encore? Alors, deux magnifiques projets, je dois quand même le dire. Il y a une grande cohérence, donc presque ça m'a facilité la tâche pour réagir. Mais je vais insister sur un premier point qui a été évoqué un petit peu tout à l'heure, mais sur la notion, vous l'avez dit, il y a plusieurs niveaux dans la participation. Puis ça, on le retrouve vraiment assez clairement dans la recherche récente à propos de la participation. On participe déjà parce qu'on est motivé. On participe parce que ce qu'on nous propose, par exemple dans une institution, mais dans les lieux publics, c'est accessible à nos possibilités. Donc derrière la motivation, il y a la notion d'engagement. C'est parce que justement, je prends du sens aux activités qui sont là que je vais vraiment participer, parce que je peux très bien être présent, faire les activités qu'on me demande, mais finalement pas être engagé au sens, voilà. La présence, ça vous l'avez un peu dit, la présence c'est aussi de la participation, juste le fait d'être là, même s'il y a plein de choses qu'on ne pourra pas faire dans l'activité proposée. Donc il y a ces dimensions-là, et en fait, il faut qu'on les prenne en charge ensemble. Voilà. Les changements culturels, ça on en a parlé tout à l'heure. Ce que j'aime beaucoup vraiment dans vos deux projets, je rebascule de votre côté, c'est vous, madame, déjà. Alors une première chose, c'est la participation, ça commence là. On est en train de parler de participation, vous l'avez dit aussi dans vos diapos, le rien pour nous sans nous. Vous avez déjà apporté votre témoignage, vous participez aux discussions. En fait, ensemble, on est en train de construire du savoir et c'est essentiel. Donc déjà, merci de votre présence, bravo de votre présence. Du coup, ça me permet de continuer, c'est-à-dire dans le sens, là on est sur, vous avez parlé donc de ce conseil central de la vie sociale, ça veut dire au niveau de l'institution, vous créez la participation, vous la rendez possible. Alors là, moi, je parlais du niveau mezzo, le niveau institutionnel. Je parlais du niveau micro, c'est-à-dire vous êtes élu, vous participez. Donc, il y a ce niveau-là. Donc là, on est en plein sur déjà de l'ingénierie sociale, on est encore sur l'institutionnel, mais voilà. La production de savoir, c'est essentiel aussi.
On a, vous mentionniez tout à l'heure le Isaac francophone. Dans notre conseil scientifique dont je m'occupe, on a Philippe Aubert, qui est quelqu'un qui est relié maintenant à la CNSA en fait. Nicolas Joncourt, qui vient nous rejoindre tout récemment, qui sont des personnes qui communiquent avec un moyen de communication alternative. Ils ont des déficiences qui touchent, des formes de déficience qui touchent leur possibilité de communiquer. Ils utilisent des moyens pour pouvoir justement produire du savoir en tant que chercheurs ou futurs chercheurs. Et ils font déjà un changement dans notre façon de percevoir en écrivant, en publiant des articles, en intervenant dans des conférences. Alors évidemment, toutes les personnes avec une déficience ne peuvent pas nécessairement participer à ça. Mais il y a plusieurs niveaux. Soit ils produisent directement du savoir, soit dans la recherche participative, la recherche-action, en fait, ce que vous avez présenté vous, ils participent à cette construction de savoir. Et puis de toute façon, quand on est dans la recherche, on sait qu'on ne produit pas tout seul, on produit déjà avec un terrain, et, suite à une demande des fois, et enfin... la plupart du temps, j'espère. Et on essaye de faire des liens justement avec d'autres thèmes, des thèmes transversaux. Si je continue, je suis quelqu'un de bavard, donc il faut m'arrêter si je dépasse. Une petite minute encore. Encore une petite minute. Alors j'ai personnellement adoré, on parlera des questions de copyright après, sur la maladie de la participation. Alors vous parliez dans votre cas du handicap psychique. Moi évidemment, avec le handicap de communication, je suis extrêmement intéressé. Mais en fait, on est en train de parler de ça. Et après, on peut faire tout plein de liens avec ce que c'est que la citoyenneté. Comment on fait pour que des personnes qui sont atteintes dans leur participation puissent exercer leurs droits de citoyens, quel que soit leur lieu de vie, que ça soit une institution et que ça soit de manière autonome dans la société civile. Merci beaucoup Stéphane, merci à vous quatre pour nous avoir apporté vos explications, vos témoignages. On se retrouve cet après-midi avec nos 3 autres séquences à partir de 14 h. On va parler de l'expertise d'usage, on va parler de la co-construction, on va parler de la citoyenneté et on va encore découvrir de nombreux projets. Restez avec nous, rejoignez-nous à partir de 14 h. Vous pourrez encore poser vos questions aux porteurs de projets. Merci beaucoup, à tout à l'heure.